Le Premier ministre annonce le dédommagement des organes de presse saccagés par les putschistes. Yacouba Isaac Zida, qui a rencontré les responsables des médias cet après-midi, il s'est dit affligé par ce qui est arrivé. Autre annonce, la mise en place d'un fonds de soutien aux entreprises de presse avant la fin de la transition. Et puis la tension monte au lendemain de la violation de l'espace aérien turc par des avions de chasse russes. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord et la Turquie hausse le ton. L'OTAN parle d'un acte irresponsable. La Turquie se dit prête à répliquer le cas échéant. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre annonce le dédommagement des organes de presse saccagés lors du putsch de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Cet après-midi, Yacouba Isaac Zida a rencontré les premiers responsables des médias. Une rencontre d'échange autour de ce sombre épisode des médias attaqués et saccagés, des journalistes violentés ou menacés. Le Premier ministre s'est dit affligé. Adama Guiti, Jacques Lamissa Tarpaga. Le Premier ministre raconte au patron de presse ces jours où il était fait otage par les hommes du régiment de sécurité présidentielle pendant le coup d'État. Les responsables de médias ont à leur tour dit à Isaac Zida comment ils ont vécu cet événement. La radio-télévision du Burkina RTB, pour sa part, s'est sentie comme coincée entre le marteau et l'enclume. Il était question que la RTB présente un journal normal, comme si de rien n'était. Et je crois que là, la rédaction a résisté en faisant le strict minimum. Et ici, ce que la rédaction a décidé, c'était juste de passer que les communiqués des putschistes. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient juste enregistrer et ils mettaient dans le serveur et puis ils disparaissaient. Et si vous avez bien suivi, à un moment donné, nous sommes allés jusqu'à diffuser quelques images des manifestations pour montrer aussi que nous sommes avec les manifestants, nous sommes avec le peuple, mais notre situation ne nous permettait pas de traiter l'information en ce moment précis comme les autres médias. L'étau s'est finalement desserré autour de tout le monde après l'échec du putsch. Les médias ont repris du service dans leur ensemble et le gouvernement entend les accompagner. Les médias qui ont été des médias sinistrés dans ce cadre-là bénéficieront, comme tous les autres Burkinabés, du soutien de l'État. Il y a également le fait qu'il va se mettre en place, et là il a affirmé avant la fin de la transition, un fonds de soutien aux entreprises de presse et qu'un certain nombre d'autres éléments, notamment la subvention, seront revus à la hausse. L'expérience du coup d'État manqué passée, les uns et les autres se tournent maintenant vers l'avenir, notamment l'organisation des élections. La convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, dénonce un acharnement contre son candidat à la présidentielle, Jean-Baptiste Natama. Hier, le parti a rencontré la presse à Fadangourma. La CPRMP annonce qu'elle va porter plainte contre ses détracteurs. En rappel, le domicile de Jean-Baptiste Natama a été saccagé pendant le putsch par certains manifestants qui l'accusent d'être de mèche avec les putschistes. Nestor Youkbaré, Nazé Ouattara. La convergence patriotique pour la Renaissance réaffirme son engagement contre tout acharnement visant Jean-Baptiste Natama. Depuis Fada, deuxième étape de sa campagne, la convergence annonce des actions en justice contre les détracteurs de son candidat. Nous allons entreprendre toutes les actions. Nous allons exercer toutes les voies de recours dans le cadre des lois de la République relativement à cette affaire. Nous avons saisi les publications de ceux qui ont écrit. Voilà, ceux qui ont écrit, nous avons pu obtenir les éléments matériels. La CPRMP, qui aurait préféré une redéfinition du statut et de la mission de l'ex-RSP, au lieu de sa dissolution pure et simple, condamne tout de même son coup de force du 16 septembre dernier. Cette sortie de Fada permet ainsi aux militants de ce parti d'avoir une lecture unique de la situation sociopolitique actuelle, mais surtout de resserrer les rangs. Finalement, il nous appartient de nous rapprocher de nos militants, de nos bases. C'est la meilleure façon de les rassurer, de nous adresser à eux dans leur langue, de les relancer afin qu'ils se sentent dans une famille, qu'ils ne se sentent jamais orphelins. Quant aux futures élections, la durée du processus n'est pas le facteur principal, mais son équité et sa transparence, a dit le numéro 3 de la CPRMP.
Dans ce journal, on s'arrête un instant sur la représentation permanente du Burkina Faso auprès des Nations Unies. C'est elle qui veille sur les intérêts du Burkina au sein de cette instance mondiale. En quoi consiste véritablement son travail? Nos envoyés spéciaux à New York se sont intéressés à la question. Arthur Ouedraogo, Peggy Ouedraogo. À l'instar des 193 autres pays membres de l'Organisation des Nations Unies, le Burkina Faso a son drapeau hissé sur l'esplanade du siège de l'ONU ici à New York. À cela s'ajoute la présence permanente d'un bureau, ici piloté par la représentante permanente adjointe. Chaque pays représente une voix et le Burkina Faso a pu faire la preuve que sa voix peut être entendue. Le Burkina Faso a initié un projet de résolution sur une question aussi importante que les mutilations génitales féminines. Et la résolution, en tout cas, a pu avoir l'adhésion d'un grand nombre de pays et elle a été adoptée à l'AG, à l'Assemblée générale. Et aussi le Burkina Faso a pu, avec d'autres membres des Nations Unies, soumettre un projet de résolution sur le mariage forcé et le mariage précoce. Et je vous dis que ce projet de résolution a été adopté avec beaucoup de pays qui ont été co-auteurs. C'est donc pour dire que le Burkina Faso sait faire entendre sa voix, une voix qui porte pour la défense des intérêts de sa population. L'Afrique tout entière se bat également de son côté pour cette fois obtenir une place permanente dans le Conseil de sécurité. Pour cela, le continent s'appuie sur l'agenda post-2015 et les nouvelles réformes en vue. Le nouvel agenda post-2015, comme on l'appelle, est un nouveau référentiel mondial en matière de développement. Il compte 17 objectifs et 169 cibles. Et le Conseil de sécurité compte 15 membres. Il y a 5 membres permanents qui ont le droit de veto et 10 membres non permanents. Et l'Afrique, qui n'est pas représentée au sein de ces 5 membres permanents qui ont le droit de veto, se bat pour qu'elle puisse être représentée au sein de cette organisation. L'exigence de ce siège est une revendication portée depuis les années 2000 par l'Union africaine. La réparation de cette injustice ferait de l'Afrique une puissance reconnue d'une part et d'autre part une partie prenante aux décisions prises dans le huis clos des grandes puissances du monde. Retour au Faso, c'est la galère pour les mineurs recrutés par la société Exterom Africa et placés sur la mine d'or de Bissa Gold. Ils sont plusieurs centaines. Tous sont toujours dans l'attente de leur salaire du mois. Hier et aujourd'hui, ils ont manifesté leur mécontentement à Ouagadougou. Selon eux, leurs difficultés seraient liées au gel des avoirs du premier responsable de la société qui les emploie. Explication, Gérard Sommet et Draman Guéné. Des mineurs très remontés. Payés habituellement au plus tard les 29 du mois, ils sont jusqu'aujourd'hui sans salaire. Eux, ce sont les travailleurs de Bissa Gold placés par Exterom Africa. Ce que nous on comprend, c'est le départ d'Edu Kombero, puisque c'est le patron de Exterom Africa. Étant donné que ces comptes ont été gelés, il n'y a plus l'argent pour payer. Parce que Bissa verse l'argent à Exterom. Et Exterom, en retour maintenant, comptabilise avec nous. Ce problème salarial n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Depuis 2012, ces travailleurs ne comprennent pas le rôle d'intermédiaire que joue Exterom Africa dans leur carrière. Bissa a fait le recrutement, nos tests d'entretien, tout, c'est Bissa avec Bissa qu'on a fait. Et en retour, Bissa nous prend qu'il faut aller signer un contrat à un cabinet qui est à Ouagadougou, du nom de Exterom, qui n'a même pas un bureau au niveau du site. Même si nous on a un problème comme ça, particulier sur le site, on ne peut même pas en discuter. On nous dit de repartir à Ouaga pour en discuter. On part à Ouaga, seuls de Ouaga nous disent que non, que c'est côté finance seulement, et n'ont rien à voir avec le personnel. Nous voulons le retrait pur et simple d'Exterom Africa. Et nous voulons travailler sous Nord-Gold-Bissa, comme nous l'avons commencé depuis le début. Nous sommes allés à 2 reprises au siège de Exterom Africa pour entendre sa version, mais nous n'avons pas eu de répondant. Entre les mains des manifestants sur place, il y a cette note de service signée de la direction de la société en question
qui justifie ce retard de paiement par le coup d'État du 16 septembre dernier. Par conséquent, je cite, « La date finale de traitement des salaires est prévue pour le lundi 5 octobre 2015. » Mais rien n'est fait selon ces manifestants. Et après ce reportage, la société affirme au téléphone que les salaires sont positionnés, information démentie dans la foulée par les travailleurs. Ouaga, la propre, voici une image qui colle à la capitale burkinabé, mais au-delà du cliché, la situation sur le terrain est aujourd'hui beaucoup moins reluisante. Des ordures qui s'entassent au coin des rues ou le long des murs, des artères envahies par le sable, telle semble être la triste réalité aujourd'hui. Comment expliquer cette situation? Suivez ce reportage de Daouda Ouattara et Viviane Tchendrbeogo. Nous sommes ici sur l'avenue Charles de Gaulle à Ouagadougou. En certains endroits, les ordures menacent de déborder sur la piste cyclable. En d'autres, l'accumulation de la poussière témoigne qu'aucun balai n'est passé ici ce mardi. Vous êtes sortis peut-être au mauvais moment. Où sont donc passées les femmes de la brigade verte? Leur effectif a augmenté de 900 nouvelles femmes. Faites un tour le lundi, les mardis et le jeudi. Vous allez vous rendre compte qu'en tout cas, ces femmes-là assurent désormais le balayage de la périphérie de la ville de Ouagadougou, en plus des artères, des voies bitumées du centre-ville. Certains riverains ont transformé le bas-côté de la route en dépotoir d'ordures. La situation n'est pas meilleure dans les quartiers et les marchés. J'ai fait le même constat. Souvent, pendant que nous ramassons les ordures, d'autres viennent jeter des saletés par terre, au lieu de les mettre dans les poubelles. Regardez la cour d'en face. Il y a bien une poubelle, mais pourquoi jeter les ordures tout autour? Certains ont choisi de faire du mur de la gare de l'Est leur dépotoir. Les gens arrivent avec des motos, souvent des tricycles. Souvent, des femmes, elles vont charger avec les assiettes comme ça, venir jeter. Les personnes vont dire que non, que c'est la gare de l'Est, qui gare de l'Est appartient au gouvernement, donc c'est pas sur quelqu'un. Donc, si quelqu'un dit comme ça que c'est pas sur quelqu'un, bon, qu'est-ce que tu as à dire? Tu n'as rien à dire encore. Comment résoudre le problème de propriété à Ouagadougou? Le directeur du développement durable de la commune a une idée. Il faut que chacun accepte à porter sa pierre pour l'édification de la maison commune. Même si la brigade va assurer le balayage des voies et des quartiers tous les jours, on ne pourrait jamais rendre davantage la ville propre tant que tout le monde au niveau de la ville de Ouagadougou n'adopte pas des comportements éco-citoyens respectueux de l'environnement. Mais au jour d'aujourd'hui, les femmes de Simon, comme on les appelait, ont-elles encore du cœur à l'ouvrage pour nettoyer la ville? Il se murmure en effet que cela fait 3 mois qu'elles n'ont pas été payées. Telle est la situation à Ouagadougou. Qu'en est-il à Bobo Dioulasso? En attendant de le savoir, sachez que dans la ville de Sia, 2 importantes avenues sont en chantier. Il s'agit des avenues Nelson Mandela et Daniel Ouezin Koulibaly, des chantiers qui accusent un sérieux retard dû à de nombreuses difficultés. Hier, le gouverneur des Hauts-Bassins est allé faire son constat. Idrissa Warga et Moumouni Baro pour le reportage. Petit à petit, les travaux avancent sur les avenues Nelson Mandela et Daniel Ouezin Koulibaly, mais pas au rythme souhaité par les habitants de la ville de Sia. À l'heure actuelle, le taux d'exécution global est estimé à 20,56%. Les premières autorités de la cité sont donc préoccupées par la lenteur des travaux, d'où leur présence sur les lieux pour s'imprégner des difficultés qui entravent le bon déroulement des chantiers. Cette visite se fait suite à celle que le ministre a effectuée il y a quelques mois de cela. Et donc nous devrions aussi prendre le relais puisque, étant sur place, et nous constatons que véritablement il n'y a pas eu beaucoup d'évolution.
Les jours à venir, la physionomie des deux voies pourrait connaître une évolution car toutes les conditions semblent favorables. Le niveau d'avancement n'est pas ce que nous l'espérons, tout simplement parce que malheureusement le chantier a démarré pratiquement à la porte de la saison des pluies. Donc ce qui fait qu'au niveau des travaux de terrassement, c'est très difficile au niveau de la saison hivernale. Donc raison pour laquelle nous avons été un peu plombés au niveau de l'avancement des travaux. Bon, par rapport au délai global, nous sommes en train de tout faire et on est en train de renforcer nos équipes ainsi de suite pour pouvoir terminer le chantier très rapidement. Ce qui est sûr, la population devrait encore patienter avant de voir l'exécution des travaux totalement achevés. Donc la prudence est recommandée sur ces axes pour éviter d'éventuels désagréments. Hors de chez nous, pour finir, la tension monte au lendemain de la violation de l'espace aérien turc par des avions de chasse russes. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord et la Turquie hausse le ton. L'OTAN parle d'un acte irresponsable. La Turquie se dit prête à répliquer le cas échéant. Du côté de la Russie, on minimise l'incident. Quand les frappes russes en Syrie provoquent la colère de la Turquie. Ankara accuse Moscou d'avoir violé son espace aérien. La Russie minimise cet incident et affirme avoir frappé ce lundi 10 cibles du groupe État islamique. Moscou dit avoir détruit des positions dans les provinces d'Alep, Homs et Idlib. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu affirme que son pays répliquera en cas de nouvelle incursion dans son espace aérien. Les règles d'engagement de la Turquie s'appliquent à tous les avions, dit-il, qu'ils soient syriens, russes ou turcs. Les forces armées turques ont des instructions très claires. L'OTAN parle de comportements irresponsables et juge extrêmement dangereuses les incursions des avions de combat russes. Les actions de la Russie ne contribuent pas à la sécurité et la stabilité de la région. Je demande à la Russie de respecter pleinement l'espace aérien de l'OTAN et d'éviter l'escalade des tensions avec l'Alliance. Je demande à la Russie de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser ses efforts avec ceux de la communauté internationale dans la lutte contre le groupe État islamique. La Russie s'explique, l'incursion n'a duré que quelques secondes en raison de mauvaises conditions météo. Pas de complot à voir dans cet incident, a souligné le ministère russe de la Défense. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme.